Une proposition du maire de Lina pour attribuer les parrainages présidentiels. Des agriculteurs toujours inquiets au sujet du tracé du métro qui traversera le plateau de Saclay. Violence des mineurs, le témoignage du directeur de l'ITEP de Bièvre qui les accueille. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, le président de la République d'ici 1h30 sur TF1 pour officialiser sa candidature. Le chef de l'État qui n'a pas de problème de signature, bien sûr, pour pouvoir accéder à l'élection. On sait que certains candidats se sont déjà désistés, d'autres le feront probablement dans les jours ou les semaines qui viennent, faute de signature suffisante. Un élu dit avoir trouvé le moyen, selon lui, de régler la polémique de l'anonymat des parrainages. C'est François Pelletan, le maire de Linas, qui propose que ses collègues, dans leurs différents hôtels de ville, consultent tout simplement leurs conseils municipaux, ceci afin d'attribuer ces fameux parrainages. Je propose tout simplement d'en revenir à la démocratie. Les maires sont donc titulaires de cette possibilité de parrainer un candidat. De la même façon d'ailleurs qu'on demande à nos concitoyens de se déplacer au moment des élections par civisme, eh bien je pense que ce serait naturel que chaque maire se détermine sur ces questions de parrainage. Et puis pour régler le problème qui est une réalité de la pression qui est mise sur les élus pour qu'ils donnent leur parrainage plutôt à un candidat qu'à un autre, ou pour ne pas qu'ils donnent leur parrainage à un candidat qui pourrait soi-disant diviser les voix, eh bien pour évacuer finalement tous ces problèmes-là, moi ce que je propose tout simplement, c'est que ce soit les élus au conseil municipal, lors d'un vote à bulletin secret, qui désigne le candidat auquel la commune va donner son parrainage. Voilà, tout simplement. On en vient au projet du grand métro de Paris, plutôt du métro du Grand Paris, c'est mieux comme ça, qui continue d'inquiéter les agriculteurs du plateau de Saclay. Une réunion d'information est organisée ce soir par la mairie de Villiers-le-Bacle pour évoquer justement les possibles nuisances, les différents tracés et les options en souterrain ou en aérien. Certains tracés traversant évidemment les terres agricoles. On va ça avec Christophe Garnier et Camille Tomé. Dans la commune de Villiers-le-Bacle, certains habitants voient d'un très mauvais œil l'arrivée du futur métro du Grand Paris, qui passera à une centaine de mètres de certaines habitations et qui risque de créer des nuisances sonores importantes. Le train envisagé pouvant atteindre des vitesses de 100 km/h. Pour éviter ces inconvénients, le maire du village parie sur une demande du CEA voisin d'un enterrement du métro pour passer sous son site plutôt qu'au-dessus. Si le CEA, pour des raisons de sécurité nucléaire, demande à ce que le métro soit enterré, nous souhaiterions et nous souhaitons fermement que l'enterrement se poursuive au-delà du village. Autre grief formulé par les agriculteurs, cette fois-ci, des tracés qui passeraient au milieu de leurs champs qui en principe devaient être protégés de toute urbanisation. Les exploitants redoutent la présence d'un pilier tous les 25 mètres qui empêcherait tout travail correct de la terre. Ça montre bien qu'il n'y a aucune volonté de conserver plus que ça l'agriculture, qu'ils n'ont aucune connaissance de notre métier, qu'ils ne savent pas du tout qu'en nous mettant des poteaux tous les 25 mètres, nous on ne peut plus cultiver comme on le fait aujourd'hui. Donc ils se glorifient de nous laisser les 2300 hectares de terres agricoles, mais si c'est après pour nous empêcher de les cultiver comme on veut, ça sert à rien. Des riverains qui redoutent aussi la transformation de la route départementale en 4 voies et qui craignent une urbanisation rapide du plateau de Saclay due au déménagement de l'université d'Orsay. Si le calendrier est tenu, les travaux du métro pourraient débuter en 2013 pour une mise en service en 2018. La délinquance des mineurs à présent, problème de la délinquance juvénile qui fait évidemment partie des thèmes de campagne que les candidats à la présidentielle se doivent de connaître, ne serait-ce que pour envisager de nouveaux moyens de diminuer les incivilités. Il y a la fameuse alternative à la prison que sont les centres éducatifs fermés. Il y a d'autres moyens peut-être de supprimer certains types de délinquance et une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qu'ils pourraient préconiser. Il faut plus croire aux jeunes, dans les jeunes pour que justement il n'y ait pas de dérive, je pense. Non, je crois qu'ils sont dans la merde. Et je me pose, moi je suis retraité et là je me mets, enfin j'arrive pas à trouver de solution pour moi si j'étais à leur place, quoi. C'est assez compliqué, ils n'ont pas d'avenir. Une prise en main par les parents et puis par la société aussi. Je ne pense pas que la répression soit une solution. Je pense que c'est très important de rétablir la communication.
Il n'y a plus de communication maintenant, justement, avec tous ces appareils modernes. Je ne vais pas dire de la prison, parce que peut-être à cet âge-là, je ne sais pas si ça ferait quelque chose, mais peut-être les mettre dans des centres. Instruction civique, apprendre le respect, les règles élémentaires. La solution, c'est pas forcément de les mettre en tôle, hein. C'est de leur proposer un boulot, bien les former au travail. Qu'il y ait plus de maisons de jeunes où on les prend en charge pendant les heures extrascolaires, ce genre de choses, et puis que les parents peut-être soient un peu plus présents aussi dans l'éducation. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment s'occuper. Ce qu'il faut, c'est avoir dans tous ces villages-là des maisons pour les jeunes très actives. On s'occupe d'eux comme dans une famille, hein. La France est une famille, il faut s'occuper de ces jeunes. Voilà, alors pour aller un petit peu plus loin, Maxime Menon et Maëlys Granier ont recueilli un témoignage intéressant, celui du directeur de l'Institut éducatif thérapeutique et pédagogique de Bièvre. C'est un centre qui connaît bien les troubles de caractère et de comportement des jeunes et qui accueille donc, pour les faire doucement changer, si je puis dire, des ados de 12 à 19 ans. C'est de mettre en place tout un système où ils puissent prendre conscience du bien et du mal, de ce qui est permis et pas permis, des ennuis qu'il y a à ne pas respecter les lois ou le bénéfice qu'il y a à les respecter. Donc on recrée à l'intérieur de l'institution des systèmes de valeurs, si vous voulez, de représentation qui permettent à ces gamins de rentrer dans la création d'un système de référence et de valeurs. Mais c'est grâce aux activités qu'on leur fait faire, c'est grâce aux relations chaleureuses et fermes qu'ils ont avec les adultes que du coup, ce besoin de délinquance, entre guillemets, ce besoin d'être et de se faire reconnaître est dévié, est orienté vers les activités éducatives, de formation professionnelle, etc. Aris Orangis, dans un immeuble, la guerre est déclarée contre les occupants d'un appartement qui serait squatté. Les voisins se plaignent de bruit, de trafic de drogue, de violences verbales. Et en début de semaine, lundi soir exactement, un feu de cave a convaincu certains de ne pas du tout se laisser faire. On voit ça avec Alexandre de la Péchardière et Audrey Coll. Lundi soir, vers 20 h, une cave a pris feu dans un immeuble de Ris-Orangis, ravageant le sous-sol. Cette cave, c'est celle d'Alexandre, habitant au premier étage de l'immeuble depuis 6 ans. Une odeur de fumée est encore très présente et rien n'est récupérable. Pour lui, ce sont des représailles. Moi j'accuse, parce qu'avant ça se passait très bien, j'accuse donc les squatteurs du 3e. Parce que suite à la remarque que j'ai fait aux jeunes qui étaient en train de fumer et boire dans la cage d'escalier à qui j'ai demandé de sortir, c'est là que les embêtements commençaient. Selon lui, depuis mi-décembre, des squatteurs ont établi domicile au 3e étage sans aucun droit. Alexandre et d'autres voisins se plaignent de bruit, de trafic de drogue, mais aussi de harcèlement et d'insultes. À cela s'ajoutent des dégradations et des déchets jetés par les fenêtres. Certains sont exaspérés. On est réveillé en sursaut, on se demande ce qui se passe. Et puis moi, ma chambre, elle est mitoyenne à l'appartement d'à côté. Et comme ils habitent au 3e étage et juste en dessous, j'ai l'impression qu'ils sont dans ma chambre. Voilà. Alors, vous savez, c'est pas agréable. Une fois de temps en temps, ça passe. Mais en permanence, c'est insupportable, hein. Plusieurs habitants disent avoir contacté Essonne Habitat, le bailleur de l'immeuble, pour demander l'évacuation des squatteurs, sans aucun résultat pour le moment. La direction, pour l'instant, n'a pas souhaité nous répondre. En attendant, Alexandre a porté plainte. Il ne supporte plus les attaques personnelles. On termine avec cette bataille perdue par les habitants de Grigny qui s'étaient opposés dans un quartier à l'installation d'une antenne relais sur une maison de retraite. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait été saisi par des riverains face aux premiers travaux de l'opérateur Orange et leur requête a été donc rejetée. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.